Bonjour à tous et à toutes. Nous avons laissé passer un long week-end et nous revoilà pour l'épisode 4 du podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses. Un épisode pour le coup un peu plus long que d'habitude. Vous aurez donc le temps de plier vos chaussettes, d'éplucher vos légumes, de repasser vos chemises ou de vous distraire pendant vos trajets. Au programme, derrière la première porte des coulisses, les clowns. Nous nous sommes intéressés au stage de clown et j'ai invité Guy Chouraki et Dominique Contestin de la danse des mots pour partager leur expérience. Vous allez l'entendre, c'est une expérience très forte et très marquante. Place ensuite à Aurélie Yvain, derrière la deuxième porte des coulisses. Vous allez découvrir une artiste peintre passionnée. Elle va nous parler d'enfance, de couleurs, de matière. Une très jolie interview. Et derrière la troisième et dernière porte des coulisses, nous retrouverons Marion Lorgnay, la fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Elle va nous raconter tout, ou presque, sur le langage des fleurs au théâtre. Allez-y, en coulisses. Polichinelle, Harlequin, Pierrot, mais aussi Boum Boum, Medrano, Footix et Chocolat, les Fratellini, les Barrio, les Keroli, Pipo et Rome, Charlie Rivel, Zavata, Popov. Et oui, ce sont tous des clowns. Le premier clown reconnu comme tel était Grimaldi. La première porte des coulisses va s'ouvrir sur les stages de clowns. De nombreux artistes de théâtre suivent des ateliers de clown pour s'ouvrir à cette technique et enrichir leur pratique. Ce type de stage étant très particulier, j'ai invité Guy et Dominique de la danse des mots pour évoquer leur expérience de ce type d'atelier. Mais d'abord, j'aimerais vous faire écouter quelques mots de Alain Gautret, un comédien aujourd'hui décédé, auteur et reconnu comme étant un grand formateur de clowns. Alain Gautret parle ici d'un cours historique de l'histoire des clowns. Alors, je ne reviendrai pas avant ce qui se passe avant 1770, mais le cirque moderne, c'est-à-dire celui qui est né en 1770, était basé sur l'art équestre et l'art clownesque mélangé. Après, les autres choses sont venues. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Auguste est apparu en 1880. Il y a un mythe là-dessus. Il est apparu dans un cirque en Allemagne. Il y a un type qui se serait appelé Auguste, qui serait rentré ivre sur la piste. Était-ce un spectateur? Était-ce un garçon de piste? Était-ce prévu? Était-ce pas prévu? En tout cas, la mythologie a pris très vite le relais. Et l'Auguste, donc, c'est celui qui a le nez rouge. Ce qui signifie d'ailleurs qu'il est proche de la Dionysie, de l'ivrognerie. Alors que le clown, qu'on a appelé plus tard le clown blanc, il est plus vertical, il est plus céleste. C'est une sorte de bouffon grimaçant et surtout acrobate et mime. C'est en ça que son langage opérait. Après, il y a eu des grands clowns blancs dans l'histoire du cirque qui ont été des types formidables, je veux dire, qui faisaient des choses que les Augustes ont fait plus tard. C'est-à-dire que l'image du clown blanc qui fait plus rien, c'est pourquoi? C'est parce que l'Auguste a finalement pris sa place. Donc l'Auguste, c'est celui qui a le nez rouge. Le clown, c'est celui qui est en blanc. En fait, on est tous en train de travailler l'Auguste, plus personne ne travaille le clown. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors c'est parti. Alors Guy, Dominique, vous avez suivi tous les deux un stage de clown, même plusieurs. Donc quand est-ce que vous les avez suivis alors? Dominique, tu t'en souviens? Alors moi j'en ai suivi un il n'y a pas si longtemps que ça, il y a il y a une petite année. Et les autres que j'avais fait, je les ai fait là il y a une vingtaine d'années facilement. Ah oui. Beaucoup plus, très longtemps. Mais ils sont encore très présents dans ma tête parce que ce sont des moments tellement important, tellement extraordinaire, tellement particulier que tu t'en souviens bien. D'accord, on va reparler. Et Guy, toi, tu en as fait un plus récemment.
Oui, plus récemment, ce serait il y a 3-4 ans maximum, même 3 ans, je pense. Ouais. Oui. Puisque j'étais en plein atelier et parallèlement, j'ai suivi ce week-end de stage. Ouais. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous les avez faits? Parce que ça doit pas être les mêmes formateurs. Intervenant, un formateur. Moi, je me souviens que la première, c'était avec une jeune femme qui s'appelait Martine Durand ou Dupuis, enfin un nom comme ça, Durand, je dirais. Et le dernier, c'était avec Fabrice Salé. D'accord. Ah oui, je me souviens parfaitement de qui c'est. Elle s'appelle Stéphanie Lassus-Debat. Elle travaille encore pour une association que vous connaissez certainement, le clown hospitalier, comme le clown médecin, etc. Hein. Ouais. Et elle est formatrice. Elle est formatrice en clown théâtre et elle propose des ateliers. Voilà. Et elle a un nom de clown. Son nom de clown, c'est Gloom. Est-ce que vous l'avez gardé, votre nez rouge? Moi, je l'ai. Mais là où j'étais, le dernier stage, le mec, il nous donnait des vrais nez de clown en cuir et tout. Ah. Donc, il les gardait. Il les désinfectait et tout, mais il les gardait. Sinon, j'ai toujours un nez en clown, un nez en plastoc, mais c'est des trucs en plastique qui sont pas très confortables. Tandis que le nez en clown, il est vraiment confortable. Tu arrives à le mettre sur ton nez, il reste. Et puis, il y en a de très gros en mousse, il y en a en plastoc, mais ceux-là, il faut les laisser. Il y a les vrais qu'on accroche avec un élastique aussi derrière. Hein, oui, c'est ça. Oui, aussi, ils sont avec un élastique, de toute façon. Ouais, c'est ça, oui. Ok. Il faut apprendre à respirer. Alors ça, c'est très important. Oui. Quand on a un nez, il faut apprendre à respirer. Oui, effectivement. Oui. C'est vrai qu'on ne pense pas à ce détail-là, mais oui. Au final, le clown, c'est le nez. Donc, dans ces stages de clown, vous gardez le nez rouge. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va caractériser votre personnage de clown? Je dirais, le clown te permet d'abandonner ton personnage connu de tous, de toi, du quotidien, de machin. C'est la limite entre lui et toi. Tu t'es retranché. Enfin, comment dire, c'est comme un paravent, mais un paravent transparent. Il y a que toi qui sais que c'est un paravent. Mais c'est une limite. Comment dire oui, pour faire le clown, tu pourrais n'avoir que ton nez, je pense. Parce que de toute façon, mettre son nez, toi, quand tu mets ton nez, vraiment mettre son nez, c'est un moment qui est presque particulier. Il s'inscrit dans ta transformation en clown. Tu mets ton nez, t'arrives pas dans la salle avec ton nez. Enfin, quelque part, c'est comme un mime. Tu baisses la tête ou je sais pas comment dire, et tu baisses la tête et tu apparais avec ton nez et t'es plus le même, quoi. C'est comme si tu avais effacé ton image du quotidien et que d'un seul coup, avec ton nez, ton clown, tu es devenu clown, quoi. Tu es autorisé à faire des choses ou à dire des choses. D'accord. Oui. Je rajouterais aussi, peut-être que je rajouterais également la chose suivante. Le nez, pour moi, je l'ai considéré en arrive là-bas comme un masque. Oui, Voilà. Ouais. Ah, oui, mon masque est très important. C'est un masque. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est vrai que... vous parliez tout à l'heure du lâcher prise. Ça m'a l'air super important dans ce genre de stage. Je dirais que c'est presque essentiel, mais c'est pas ça le plus difficile. C'est pas ça le plus facile. Ouais. Mais le nez, derrière tes cachets, derrière ce masque en forme de nez, tu t'autorises à faire des choses ou à dire des choses ou prendre des postures ou donc moi très personnellement je trouve que ce genre d'atelier est très intéressant, mais je ne sais pas si j'aurais l'audace d'y participer. Donc justement, est-ce qu'on a le droit de ne pas oser? Mais dans ce cas-là, on passe peut-être à côté quand même de pas mal de choses. Non, t'es allé au bout de tes limites à toi ce jour-là, à ce moment-là. Ça veut dire que peut-être que t'étais pas encore mûr pour ça à ce moment-là, mais ça veut pas dire que t'as raté ou que c'est que t'as quand même t'es allé au bout de quelque chose quand même. Hein. C'est là où le talent de l'animatrice intervient en disant exactement ce que vient de dire Domi, c'est-à-dire
il n'y a rien de négatif parce que tu n'as pas osé faire cet exercice-là. En tout cas, tu es là, tu as eu cette démarche de vouloir faire ce stage et il en sortira toujours quelque chose. Il arrive que dans les ateliers théâtre, je le dis ouvertement dès le départ, si quelqu'un ne veut pas faire cet exercice, pour X ou Y raison qui pourra me présenter après, il est libre de le faire, bien sûr. Ça va chercher très loin, ça va chercher très loin. Tout ce qui touche à la personne, tout ce qui touche à se lâcher prise, c'est pas du tout anodin. C'est beaucoup plus, j'aime pas le mot grave qu'on l'imagine. Faire attention à ça. Et non, parce que dans lâcher prise aussi, t'as quelque chose qui rejoint aussi l'intime. Oui. 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 Complètement, oui. Oui. C'est pas faux. Et c'est peut-être ça aussi qui peut faire peur au départ, avant de justement se laisser aller. On a encore cette barrière-là un peu image sociale, quoi. Oui. C'est que après coup, enfin pour moi en tout cas, tu te dis un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines après, tu dis mais ce que j'ai fait là, c'est quand même pas par hasard que j'ai fait ça, c'est quand même moi qui ai fait ça. Et pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est bizarre, quoi. Et tu t'es autorisé à le faire alors que sans rien transgresser. Oui. Oui, il y a aussi, dans ce que j'entends, si je comprends bien, une idée de liberté et de libération. Total. Total, parce j'imagine que Guy, toi aussi, tu étais avec. Moi, j'ai fait des stages les premiers, ils étaient avec beaucoup de personnes, peut-être moins intéressants, mais les derniers, les 2 derniers, je les ai fait, on était 8 en tout. Mais ce qui se passe, que j'essaie de décrire là, ça se passe un peu pareillement avec tous les membres de l'atelier. D'un seul coup, tout le monde tombe le masque. Non, tu le gardes, mais tu le tombes. Enfin, l'expression n'est pas bonne finalement, tomber le masque. Mais, et du coup, tout le monde étant dans cet esprit-là, tout le monde accepte cette nudité quelque part que tu as à dire ou à faire. Et elle l'accepte telle qu'elle. C'est le moment qui compte. C'est vraiment, il y a comme une espèce d'espace-temps qui disparaît. C'est le moment qui est important. Alors, le moment, il dure ou il dure pas, mais le moment est important et il est comme il est. Donc, il n'y a pas à dire qu'il était bête, qu'il était raté, qu'il était ceci, qu'il était là. Bon, après, tu as du travail. Avec le travail, tu peaufines certaines choses, mais c'est un instant de vérité quelque part. Enfin, ouais. Et pas toi, Guy, moi je parle beaucoup. Oui, Guy, tu veux préciser quelque chose là-dessus, sur cette idée de mise à nu? Oui, bah alors d'abord, je voudrais préciser que au bout de quelques minutes, on oublie qu'on a le nez rouge. Ça, c'est intéressant parce que on continue à travailler différemment avec un nez. Bien. D'autre part, on ose en fait. On parlait du lâcher prise, mais c'est oser. C'est ce que je dis. Il m'arrive souvent de répéter dans les ateliers à mes participants, oser faire telle chose, mettre les pieds au mur ou mettez-vous debout sur une chaise ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on nous propose de faire. Alors, il est certain que moi, je n'ai fait qu'un seul stage. Un week-end entier. Nous étions une dizaine de participants, tous débutants. Et la magie a opéré très vite. C'est-à-dire qu'on a tous osé travailler seul ou à 2 ou à 3 dans des improvisations, dans des thèmes que nous donnait l'animatrice. Voilà. Et on se fait prendre au jeu, on se laisse prendre totalement au jeu, on s'amuse, on mouille la chemise, comme j'aime beaucoup cette expression, mais c'est pourtant la vérité. Et mais on parlera peut-être certainement tout à l'heure des conclusions qu'on peut tirer d'un tel stage. Voilà. Oui. En tout cas, oser. Et c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on s'amuse, c'est incroyable comme on s'amuse. On s'amuse, je dirais volontiers qu'on s'amuse parce qu'on se surprend soi-même, on surprend l'autre à faire des choses tellement invraisemblables quelque part, mais tellement simples aussi, que du coup, on a franchi une limite sans l'avoir vraiment trop décidé. On s'est laissé faire et on a osé faire des choses invraisemblables et parfois c'est drôle, quoi. Et du coup, comment on entre justement dans cette confiance?
Parce que dans tout ce que vous me racontez là, il faut quand même à un moment faire confiance au groupe pour justement se lâcher, comme vous disiez tout à l'heure, tomber le masque, mettre son nez. Il faut quand même à un moment réussir à être en confiance. Et comment on y parvient dans ce genre d'atelier? Je pense que là, c'est un petit peu le boulot de l'animateur. Ouais. Bon, c'est le boulot, justement. Enfin, c'est la force, que de te mettre en confiance. Donc, il y a pas mal de petits exercices un peu tout bêtes, préliminaires et puis à un moment, effectivement, il faut qu'il y en ait un premier qui se décide, quoi. Oui. S'il y en a qui se décide, après les autres, ils vont, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et c'est très intéressant parce que Dominique a raison. Le stage ne commence pas immédiatement. Allez, on met le nez, puis on va sur scène. Non, c'est pas ça du tout. Il y a une grosse phase d'échauffement. Je me souviens très bien que nous étions tous en cercle et on avait des jeux, on s'interpellait, on s'envoyait des balles, et il fallait déjà fédérer le groupe, comme je le dis souvent. Et donc la mise en confiance, elle démarre assez vite finalement. Oui. Et puis le deuxième point, c'est que, pour répondre directement à la question qui est posée, je me suis dit, je suis là, je suis dans le groupe maintenant, je ne vais pas reculer. Donc, il y a un travail déjà sur moi-même. Je me dis, mais t'es venu là, t'as payé 100 €, 150 €, je sais plus. Et t'en veux pour ton argent. Donc, alors, puis je suis sûr que l'animatrice, puisque c'était une animatrice, va faire en sorte, comme le dit Denis, de nous emmener dans une certaine direction. Et donc, je lui fais confiance. Et puis, en même temps, je me fais confiance. Voilà. Est-ce que vous parliez pendant les exercices du stage de clown? Je dirais qu'on parlait pas. Ouais, si t'as droit à des borborigmes ou des choses comme ça, ou des interjections, des choses comme ça, ou un truc qui sort presque naturellement de toi. Mais si tu sors un bruit, c'est pour quelque chose, c'est pas juste pour faire du bruit, quoi. C'est parce que c'est essentiel à ce moment-là, quoi. Oui, on peut utiliser la technique du gromelot aussi. Oui, voilà, c'est ça. Le gromelot, Un petit peu, ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le gromelot pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est? Voilà. Mais il s'agit d'exprimer, non pas par des phrases, mais par la voix, par les cordes vocales, par des bruits. Une technique d'exprimer un sentiment, quoi. Voilà. C'est quelque chose. En fait, on peut transformer une phrase qui est tout à fait logique en quelque chose qui a le même sens, voilà, et qu'on va dire totalement différemment. Mais je m'arrête là puisque je n'aurais pas cette prétention d'aller plus, je n'ai pas d'expérience. Ouais, mais c'est rigolo parce que tu peux faire une conversation en gromelot. Et en fait, ça rejoint tout à fait la compréhension, toi, des bébés, des nouveau-nés ou à peine, très très jeunes, que tu leur dises un truc en japonais ou en anglais, ils vont comprendre, hein. Oui. Parce que il y a l'intention, il y a le regard, il y a la tonalité, il y a et le gromelot, c'est ça, c'est un truc international en fait. Bon, alors, c'est pas des grandes conversations philosophiques ni politiques, hein, je te rassure, mais voilà, ça arrive. Et c'est marrant parce qu'effectivement, je me souviens d'exercices comme ça un petit peu où effectivement tu faisais une conversation de 5 bonnes minutes, il fallait tenir le truc, hein, parce que 5 minutes c'est long, hein, où tu racontais, tu parlais qu'en gromelot, mais à deux, toi. Tu réponds et puis il n'est pas d'accord, ou enfin bon. C'est très intéressant ce que dit Demi à propos du temps aussi que l'on consacre à chaque exercice. Oui. En particulier quand tu dis, Dominique, 5 minutes c'est long. Oui, il y a certains thèmes. Je me souviens d'un clown à qui on a demandé d'improviser. Il est arrivé avec une caisse, seul en scène. Il est arrivé avec sa caisse et dedans il y avait plein de cartes, des cartes à jouer. Et le seul geste qu'il faisait, il s'est assis, il nous a regardé avec son nez de clown, et il nous regardait. C'est rigolo parce que tout le monde se mettait à rire. Pourquoi? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À sortir carte par carte. Il sortait la carte. Il y en avait 52, hein. Il y en avait 52. Et il est là. Et à chaque carte, il nous regardait, il souriait. Ça. C'est long. C'est très long.
Oui. Je vous dis pas comment ça s'est terminé, mais il est allé jusqu'au bout de cet exercice. Je me souviens plus de la trouvaille finale pour pouvoir arrêter le jeu, mais dommage. C'est dire que pour lui, ça devait lui paraître très long. Ça devait lui paraître très très long. Oui, quand j'ai dit 5 minutes, c'était peut-être que 2 ou 3, hein, mais c'était long. Ouais, mais quand même. Vous en avez certainement retiré quelque chose d'un point de vue artistique déjà, dans vos pratiques, mais aussi apparemment certainement d'un point de vue personnel. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous à travers cet atelier ? Se faire confiance. J'allais dire la lenteur, mais c'est pas la lenteur qui va, c'est ne pas précipiter les choses. Parce que les choses, finalement, elles ont besoin du temps. Elles ont besoin de temps et le temps que tu leur accordes est souvent pour précipiter, pour faire un mouvement, tu peux prendre ton temps pour le faire. Et ça donne une image différente. Et ça donne une connexion à l'autre qui est différente. Du plaisir. Un gros plaisir, parce que je sais pas pourquoi, mais parce que ça aussi c'est un peu le boulot de l'animateur et sa force et tout ça. Il arrive à mettre, en tout cas moi dans les stages où j'étais, c'était ça, à mettre tout le monde sinon en communion, en tout cas en cohésion, et tout le monde en retire un grand bonheur, ou il y a une grande, compassion les uns envers les autres. Bienveillance, oui. Bienveillance, voilà, c'est ce que j'aurais dû prendre. En ce qui me concerne, je crois souvent pas au destin, mais quelquefois il y a des moments dans la vie qui arrivent. Et on se dit, le jour où j'ai décidé de faire ce stage, qui avait certainement une bonne raison, au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça devait arriver. Ça devait arriver parce que j'étais peut-être à ce moment-là dans une démarche aussi, une nouvelle démarche de me connaître moi-même et de me dire, mais est-ce que je vais être capable de franchir un nouveau pas? Oui. Et peut-être que le clown va m'y aider. Alors on peut parler de confiance, on peut parler de ce qu'on veut, de lâcher prise et autres, d'introspection, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Mais ça m'a apporté sur le plan personnel, en tout cas, c'est ça, et c'est de me dire, mais finalement, comme on dit souvent, il y a pas eu mort d'homme, hein. C'est pas parce que je me suis mis à hurler devant le public en fait de moi et à marcher à quatre pattes ou à dire un peu de coup, je ne sais quoi, que tout s'est écroulé. Au contraire, j'ai passé une étape. Et puis également, il y avait un intérêt derrière, c'était le fait d'enrichir mes connaissances sur le plan de l'animation théâtrale. Oui, ça a l'air d'être des ateliers quand même très impliquants, que ce soit simplement physique, mais aussi on y va vraiment avec toute sa personne, avec tous ces blocages, j'allais dire aussi, tous ses propres défis. Et ça a l'air assez intense. C'est vrai que... Alors, vas-y, je t'en prie. Il y a aussi un défi inverse, à contrario. Tu fais du théâtre depuis longtemps, enfin, tu vas rien apprendre, quoi, tu sais déjà. Oui. Tu passes le coup. Puis, très vite, tu dis oula. Oula. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Ouais. Alors justement, sur cette question de l'humilité, écoutons encore une fois Alain Gautret en parler. En fait, le mot fondateur, c'est l'humilité, quoi. C'est-à-dire tout ça renvoie à l'humilité. Il y a plein de jeunes acteurs qui se la pètent, quoi. Mais je veux dire, quand on travaille le clown, on est moins fanfaron, quoi. Parce que tout à coup, on met les mains dans le cambouis, quoi. Ne serait-ce que l'improvisation déjà. Moi, j'ai fait travailler les élèves du Conservatoire national, parfois, sur certaines années. Et ben, ne serait-ce que improviser, aussi bizarre que ça paraisse, parce que normalement, c'est l'élite de la nation, tout ça, il y en a qui rentrent dans une panique absolue, une panique totale. C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à travailler un personnage au travers de la protection d'un texte
que même s'ils s'exposent, même s'ils prennent des risques, les risques qu'il y a à côté dans l'improvisation clownesque sont 20, 30 fois supérieurs aux risques qu'on prend quand on travaille un texte. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui auraient envie de suivre ce genre de stage de clown donc, et qui se poseraient encore des questions, qui auraient un peu peur, genre moi par exemple, ou d'autres personnes qui nous écoutent? Peur de quoi? Alors vraiment. Ben voilà une très bonne réponse. Bon, n'importe quoi, peur de quoi? C'est une première réponse. C'est une Première réponse. Oui, mais ça va plus loin que ça. Si vous deviez décider quelqu'un pour participer à un stage de clown, quels seraient vos arguments? Bah, que c'est tellement un moment hors du temps, de toute façon, que tu peux pas le définir, c'est à toi de le vivre. Mais c'est un moment assez inoubliable, même, mais c'est court, c'est quelque chose qui est hors du temps et riche en émotions, et donc pourquoi s'en priver? D'accord, ok, c'est des bons arguments ça. Guy, qu'est-ce que tu rajouterais pour décider? Alors, je commencerai, ça complète ce que dit Domi, mais je commencerai plutôt par tu vas vivre un moment riche en émotions. On va me répondre, ah ouais, mais ça veut dire quoi riche en émotions? Je dirais d'abord, tu vas t'amuser, tu vas oser t'amuser, aller plus loin que simplement faire un jeu comme ça. Tu vas trouver d'autres moyens de t'amuser qui vont te surprendre. Voilà, il y aura de la surprise. Laisse-toi aller à... Si tu veux le faire, ben, tu vas avoir de bonnes surprises en ce qui te concerne directement, toi personnellement. Et tu vas apprendre à connaître les autres qui sont en face de toi. Peut-être que c'est ça ta difficulté, peut-être apprendre à connaître les autres. Et ben tu verras que quand on est un clown, eh bien on est nu sur scène. Et là, il va falloir s'habiller d'une certaine façon. Ok, donc sacrée expérience à vivre si on veut accepter sa nudité, vivre un moment de partage intense avec un nez rouge en guise de masque. Je résume un peu schématiquement. Est-ce que du coup vous avez un nom de clown? Est-ce que au cours de vos stages vous avez été baptisé en tant que clown? Ouais, t'as un nom de clown. Ouais. Après, que tu choisis toi ou que le groupe te donne? Non, c'est toi. Enfin, moi, pour ma part, c'est moi qui l'avais choisi. D'accord. Et c'était Mikik. Mikik, c'est ça? Ouais. Oui, Mikik. Ouais. Ben, pourquoi pas? Bah, je trouve que ça sonnait bien. Et en fait, c'est des gamins qui m'avaient appelé comme ça. Ah, Midin, c'était Mikik et voilà. Ok. Et puis j'aimais bien le kick, tu sais, un petit coup de pied. Oui. Et Guy, tu as un nom de clown? Mais non, malheureusement, je ne m'en souviens plus du tout. Ok. Mais peut-être que le prochain stage, je dirais mon nom de clown, c'est je ne me souviens plus. Vous voulez ajouter autre chose? Vous auriez autre chose à dire sur ces ateliers clown que vous avez vécus? Moi, je dirais qu'un atelier de clown, ça suffit pas. Il faut en faire d'autres. L'un appelle l'autre, quoi. Et je pense que le prochain, je ferai un truc qui fait 10 jours carrément, quoi. Ah oui. Oui, une plongée comme ça de 10 jours. Ouais, plongée complètement, quoi. Ouais. Ok. Ce qui m'a toujours suivi depuis, c'est que lorsque je vois maintenant, si je vois un spectacle de clown, ou même dans un film où j'aperçois un clown qui, en fait, derrière ce clown se trouve un escroc, qui est déguisé en clown. Je pense à un grand film de Hollywood il y a quelques années qui s'appelle Sous le plus grand chapiteau du monde. Oui. En fait, il y a un clown qui s'introduit qui est joué par James Stewart, d'ailleurs. Il est habillé en clown tout le temps. Et en fait, c'est un malfaiteur, un malfrat qui ne veut pas, qui a trouvé que ce moyen-là pour être, et il vit en clown, il est toujours habillé, maquillé en clown, tout le long du film. Jusqu'à ce qu'à la fin, on découvre le poteau rose. Et bon, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. La deuxième porte des coulisses va s'ouvrir sur une artiste. Il s'agit d'Aurélie Yvain. Couleur, nature, support éclectique
et vous entendrez que certains sont vraiment très très éclectiques, très particuliers, le tout teinté de poésie et d'un vrai amour de l'art. Je vous invite à plonger dans son univers. Bonjour, je suis Aurélie Vin, je suis artiste, graphiste, illustratrice. Alors Aurélie, quand j'ai commencé à préparer un petit peu notre interview, je suis allée fouiller pour voir un petit peu ce que tu crées, notamment tes œuvres, tes peintures, tes dessins. Et moi, en tout cas, ce qui m'a interpellée tout de suite dans son ensemble, c'est les couleurs que j'ai trouvées hyper éclatantes, vibrantes. Est-ce que c'est important pour toi le travail des couleurs ? Alors oui, effectivement, c'est ce que les gens me disent en général, et c'est vrai que depuis le début de mon travail de peintre, qui a vraiment débuté, enfin j'ai commencé quand même dès le lycée, parce que j'ai fait un lycée art appliqué, mais j'ai vraiment commencé à peindre aux Arts Déco de Paris, où j'ai rencontré donc un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Luc Gauthier, qui a été mon maître, on dit comme ça aussi, encore maintenant, et qui m'a initiée à la peinture à l'huile, mais directement avec le pigment. D'accord. Et le pigment, donc comment fabriquer sa matière. Et c'est vrai que quand on part vraiment de ce produit naturel, bon, il y a naturel et artificiel, mais quand on regarde du pigment comme ça, on ouvre la boîte, qu'on regarde, on est complètement aspiré par la couleur, et c'est quelque chose qui me fascine en fait. Et donc j'ai vraiment cette recherche effectivement qui va au-delà presque de la forme. C'est vraiment la recherche de la couleur et des tons les uns à côté des autres qui peuvent vibrer. Ça, c'est depuis le début, le commencement. Et aussi, j'ai fait beaucoup de portraits et beaucoup de portraits à vue. Et c'est vrai que dans le portrait, dans la chair même, on ne le voit pas tout de suite, mais en fait, c'est infini au niveau des couleurs. Et par rapport à chaque personne, on est tous différents, et par rapport à la lumière, voilà. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est une base en fait de mon travail. Après, il y a la peinture, et en fait, je l'ai amené aussi dans l'illustration. Cette recherche de la couleur est toujours, mais c'est presque malgré moi en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on me dit en règle générale. Oui, mais c'est vrai que ça saute aux yeux, j'ai envie de dire. C'est très très évident. Et j'irais même plus loin pour moi, mais c'est mon ressenti à moi. Tout ce travail autour des couleurs qui sont quand même très très franches, très très présentes, très vives. Pour moi, je le relie un petit peu à... Il y a quelque chose de très joyeux, de très pétillant. Et pour moi, je le relie à l'enfance, à tout ce qui est monde de l'enfance. Du coup, j'ai envie de te demander, quelle est ta part d'enfance quand tu crées ? C'est difficile de répondre à cette question. C'est pour ça qu'elle est intéressante, je trouve. Ouais, c'est ça. Oui. L'enfance, c'est peut-être pour moi, c'est de jouer justement, de s'amuser. Aussi, comme je parlais tout à l'heure de la recherche de la matière, c'est ça aussi. C'est s'amuser avec, par exemple, je fais aussi de la peinture à l'œuf. Il y a aussi cette chose-là de la cuisine que dans l'enfance, par exemple, on est fasciné par l'œuf parce que c'est gluant, parce que ça brille, parce qu'on joue avec, parce qu'on met les mains dedans. Et c'est vrai, il y a un peu de ça aussi dans
dans la peinture où on joue avec la matière, on teste des choses. Et moi, je suis pas très propre non plus dans mon travail. Donc, j'en mets partout. Tu patouilles. Et je patouille. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement le droit dans notre société, en tant qu'adulte, souvent de patouiller, d'être sale ou de... Oui. Voilà, et donc c'est super de pouvoir se le permettre. Oui, carrément. Mais après, dans la couleur, je sais pas si c'est que l'enfance qui est dans ces couleurs-là. Enfin, moi, je trouve que c'est assez universel de pouvoir apporter des couleurs vibrantes. Voilà, après l'enfance. Alors après, effectivement, on peut relier aussi avec ce que j'ai pu faire, mais ça, c'est plutôt dans les thèmes. Plutôt des choses, des commandes. Et c'est vrai que c'était souvent... en tout cas l'illustration, plus des commandes pour jeune public. Donc pour le conte, donc forcément il y a des fées. Enfin, j'aime beaucoup l'univers fantastique. Donc les fées, les ogres, les sorcières. Voilà, donc c'est peut-être ma part d'enfance aussi qui est toujours là. Voilà, ça me fascine. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier dessin? Ou pas, peut-être tu ne t'en souviens pas, mais peut-être qu'en remontant très 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 loin, tu as le souvenir de un dessin comme ça, un que tu avais fait qui t'a marqué. Alors vraiment, les tout premiers dessins, ce sont vraiment les dessins... quand j'avais 6 ans, 6-7 ans. Alors, je reproduisais beaucoup quand même. Donc, je me souviens j'étais abonnée au journal de Mickey. Et donc, la première chose qui m'est venue, c'est de redessiner les Mickey, les Minnie, les Daisy et compagnie, quoi. Et ça, je pense que c'est fait partie de mes premiers dessins, vraiment. L'univers Mickey. Comment est né ton amour du dessin? Comment ça t'est venu? Comment tu as décidé? Quel a été ton déclic pour te lancer dans ce genre de métier, en fait? Alors, ma maman se destinait, elle aimait beaucoup dessiner et elle aurait bien voulu faire le métier que je fais maintenant. Mais à l'époque, et puis dans son milieu, c'était pas possible. Et donc, elle m'a transmis cet amour du dessin, de la peinture. Et elle m'a beaucoup amenée dans les musées, beaucoup. Et j'ai commencé à dessiner très tôt, à reproduire les choses assez tôt, même des choses avec des Disney. J'ai commencé vers 5-6 ans à faire ça. Et au fur et à mesure à dessiner, j'ai pas pris de cours, par contre, avant de rentrer au lycée. Mais j'ai quand même... Du coup, je suis rentrée au lycée art appliqué à Paris. Et c'est là où j'ai vu un peu toutes les possibilités qu'on pouvait avoir dans ces métiers. C'était F12 à l'époque, ça n'existe plus. Voilà, et au fur et à mesure, ça s'est... à partir du moment au lycée où on essaye tout, le dessin, la peinture, le modelage, et puis c'est l'architecture, le design... on fait tout. Puis bon, après les arts déco, ça a été vraiment là pour le coup, pour la peinture, c'est vraiment c'est là que le déclic s'est fait réellement. D'ailleurs, j'étais un petit peu un ovni aux arts déco parce que j'ai présenté un grand projet en peinture. Ça se faisait pas trop. D'accord. Voilà. Non, mais donc voilà, ça s'est fait, ça s'est passé, mais c'était pas très apprécié peut-être à l'époque, ou peut-être la peinture n'était pas, peut-être pas assez conceptuelle, quoi. Mais en tout cas, j'ai continué et voilà.
J'ai lu quelque part que tu avais fait une escapade aux Beaux-Arts de Rome. Ça a dû être une aventure merveilleuse, ça. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une bourse Erasmus qui m'a permis d'aller à Rome. Alors les Beaux-Arts, oui, mais sauf qu'ils étaient tout le temps en grève. Ah. Eux aussi, et j'ai suivi quelques cours et je me suis dit que plutôt que de rester enfermée dans un endroit qui était assez contestataire et qui m'apportait pas grand-chose, j'ai posé la question à mes professeurs de Paris, dire si c'était possible que plutôt d'aller dehors et de faire les musées et de peindre et de dessiner Rome et les alentours de Rome. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. J'ai dessiné et peint dans la rue, dans les musées, et ça a été une aventure fabuleuse parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être in situ, enfin de peindre, dessiner ce que l'on voit devant soi et d'apprendre ce que c'est que le sfumato, de penser à Léonard de Vinci qui a théorisé tout ça, mais en fait c'est là, c'est devant soi. Les paysages romains, c'est ça. Et non, c'était extraordinaire. En plus, je vivais en plein milieu de Rome, à la Trinidad dei Monti, qui est le couvent français de Rome, et qui est magnifique du XVe siècle. Et tous les matins, je me réveillais en disant mais je vais où, je vais faire quoi, c'était super. Tu savourais ta chance en fait. Oui, exactement. Et c'est formidable pour un étudiant de pouvoir partir comme ça à l'étranger. Et tu as gardé des choses de ce voyage-là dans ton travail, dans tes inspirations? Oui, je pense que la couleur en fait partie aussi, mine de rien, en réfléchissant. Et de pouvoir de continuer à dessiner, peindre à vue dans les paysages. Voilà, l'Italie est toujours là, quoi. Est-ce que tu es de ces peintres, je vais dire entre guillemets tout terrain, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de dégainer ton carnet, tes pinceaux, tes stylos pour dessiner dans la rue, dans le train, ou est-ce qu'il te faut le cocon de ton atelier? Oui, je l'ai fait pas mal dans la rue, dans le métro, à Paris. Voilà, j'aime bien les deux en fait. J'aime bien, et en fait ça nous sert aussi. Je dis nous parce que j'englobe un peu les artistes qui font ça. C'est des notes en fait aussi, des notes de la vie. Du monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, et des paysages, et du coup ça permet de l'avoir à côté de notre travail. Et souvent moi je mets plein de choses que j'ai pu faire avant à côté comme ça, et puis du coup ça permet de peindre autre chose en atelier. Et les deux se nourrissent. Je crois que tu donnes des cours aussi. Est-ce que je me trompe? Oui. Est-ce que c'était important pour toi de transmettre, de partager avec des élèves? Ça fait partie de vraiment une vraie volonté de ta part? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé à donner des cours quasiment tout de suite après mes études. L'année suivante, en fait. Et dès le départ, c'est quelque chose qui m'attirait, c'est toujours quelque chose qui me plaît. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Et même que, en fait, nous avons monté un atelier qui s'appelle Atelier Bim Bam,
dans notre atelier. Oui. Et pour pouvoir transmettre, c'était vraiment une des choses qui nous donnait envie, c'est de recevoir du public et faut se nourrir, bien sûr. Par ailleurs, il faut pas ne faire que ça, parce que sinon on s'épuise. Mais c'est très important et c'est très valorisant, surtout quand on a démarré avec des pitchouns de 5-6 ans et puis qu'on amène jusqu'à des études artistiques, ce qui m'est arrivé. Et c'est super valorisant de les aider jusque-là et de leur avoir donné envie de ça, en fait. Ça, et puis dès qu'on trouve quelque chose, il faut savoir être généreux et le transmettre. C'est pas chasse gardée. Et moi, j'aime bien les matières que j'ai pu trouver, les supports, par exemple. Enfin, de toute façon, on transmet ce que nous sommes. Oui. D'ailleurs, maintenant, on est 5 professeurs dans notre atelier et on est toutes différentes, toutes des femmes, toutes différentes et voilà, on transmet nos passions et ce que nous sommes. Est-ce que parmi toutes tes œuvres, il y en a une que tu préfères, qui te parle particulièrement, qui est peut-être pour toi plus forte que les autres ? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai peint une série de portraits et c'est vrai qu'il y a un des portraits qui me tient à cœur, qui est portrait d'une femme. Ça parle un petit peu aussi de la condition de la femme, parce que c'est un peu beaucoup, mais ce n'est qu'un portrait comme ça. Mais il y a le titre, c'est écrit sur le portrait, c'est même pas en rêve. Et c'est aussi par rapport à la femme qui tout le temps, comment expliquer, nous les femmes, nous sommes tout, malgré tout, même si la société a évolué, on reste toujours un peu une proie. Au quotidien des hommes. On doit toujours être tout à la fois. On doit être des superwomen et en même temps rester belle. Et toujours bien, voilà, pas être énervée, etc. Et c'est un peu l'idée, et même pas en rêve, pour dire, en gros, laissez-nous tranquilles un petit peu, nous vivre notre vie, et on n'est pas si parfaite que ça, et voilà quoi. C'est un peu ça, c'est une des dernières œuvres que j'ai faites, qui c'est peut-être un peu moins joyeux, mais c'est une femme assez belle, assez sexy, voilà, qui est quelque chose d'assez charnel, mais en même temps même pas en rêve quoi. Ça suffit, laissez-nous tranquille. Ouais, il y a beaucoup de choses, dis donc, dans ce portrait. beaucoup de choses. Ça revendique pas mal de choses. En tout cas, j'ai vu aussi que tu explorais d'autres supports qu'une simple toile. Tu fais plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est une envie d'essayer des techniques, d'explorer, de tester tes limites, tes envies. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce travail-là ? Oui, il y a de ça. Alors, j'aime beaucoup le papier aussi. Le papier, c'est tellement multiple. Suivant chaque papier, la peinture, elle réagit différemment, elle rentre différemment dedans. Mais j'aime bien aussi, je trouve ça assez drôle d'utiliser des objets ou des produits de consommation, ou enfin des emballages. Et notamment, effectivement, dans mes dernières réalisations, je me suis amusée à peindre sur des emballages de chèvres en bois, en fait, et donc ça crée une forme comme une barquette. En fait, c'est une barquette. Oui.
Et c'est drôle parce que en fait, on peut aussi bien utiliser l'intérieur de cette barquette que l'extérieur. Il y a déjà une matière. Ce que j'aime bien, c'est ça aussi, c'est la recherche vraiment du support de la matière. Il y a déjà un truc qui nous fait vibrer dès le départ. Une toile blanche, c'est pas intéressant pour moi. Il faut d'abord lui créer quelque chose en dessous pour que ce soit plaisant de travailler dessus. Et là, ce qui est drôle, c'est que ces barquettes, elles sont déjà, elles ont des lignes dedans. Enfin, c'est du bois. Enfin, et aussi, que je trouve drôle, c'est qu'il y a en général la date de péremption. Oui. Et en fait, je laisse parce que je trouve ça assez drôle parce que ça crée quelque chose dans le temps. Ça fige un peu la chose. Et par exemple, là, j'ai fait toute une série en novembre, décembre dernier où on était dans un deuxième confinement. Oui. Et il y a la date de ce moment-là parce que donc ça fait référence à ce moment qui était particulier et qui a été assez fabuleux pour moi dans le sens où on recevait plus de public du tout dans l'atelier et du coup j'ai pu vraiment beaucoup travailler et ça m'a apporté énormément. Comme quoi il y a aussi du bon dans tout ça. Oui. Et donc j'ai utilisé donc cette barquette là, voilà. Et j'ai tenté aussi parce que je trouve ça assez fabuleux. Ce que j'adore comme papier, c'est le papier de boucher. Le papier de boucher. Ouais, je trouve ça assez génial. Parce que je trouve que les papiers de boucher ils ont déjà des dessins dessus et il y a l'écriture il y a la typo du nom de la boucherie, etc. Et donc ça me fascine en fait. Donc j'aime bien. J'ai commencé une série sur ce papier de boucher là aussi. Et pareil, j'ai aussi, on m'a invité à venir récupérer des papiers chez une ancienne, une dame qui faisait les couvertures de livres, là, les papiers moirés là. Oui. Il y en avait des centaines, des milliers. Enfin, c'était incroyable. Et ces papiers sont fabuleux aussi parce qu'ils sont vraiment uniques. Elle a créé des séries, mais elle le faisait à la main. Donc ça, je les ai pas encore exploités, mais pour moi, c'est un cadeau fabuleux. Ouais, pour toi, c'est un terrain de jeu prometteur. Oui, voilà. On revient à l'aspect de l'enfance, quoi. Vraiment un terrain de jeu. Alors Aurélie, on arrive en fait à la fin de l'interview. Ceci dit, si tu penses qu'on n'a pas abordé quelque chose ou si tu veux faire un petit mot de la fin, le micro t'es ouvert ou pas. Je pense qu'on a brossé pas mal de choses ensemble. Tu as réussi à bien cibler ou en tout cas vu mon travail de façon globale. C'est très très agréable aussi, de pouvoir en parler parce qu'on n'en parle pas tant que ça, finalement. Même si on peut rencontrer du public, c'est pas facile de se livrer non plus, parce que c'est quand même un travail assez introspectif et très personnel, donc inhérent à soi. Et donc, je te remercie pour m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Mais tout le plaisir était pour moi, c'était hyper intéressant. Je serais restée à t'écouter parler encore bien plus longtemps que ça. Mais bon, on fera une autre interview un autre jour. Avec grand plaisir. Ok. Et voici que s'avance avec la dernière porte des coulisses à ouvrir, la rubrique de Marion Lorgnet de Théâtre en 1001 lieux. Je suis sûre que le sujet plairait beaucoup à Aurélie parce que Marion va nous parler des fleurs. Théâtre, fleurs et tradition. Offrir des fleurs aux comédiens ou comédiennes dont on vient d'admirer la performance est une délicate attention. Mais mieux vaut faire attention avant d'offrir n'importe quel bouquet de fleurs sans réfléchir. En effet, certaines fleurs sont signes de très mauvais présages, notamment les œillets.
Cette croyance remonte au XIXe siècle. À l'époque, les comédiens et comédiennes de théâtre signaient des contrats ponctuels, renouvelés parfois chaque jour ou chaque semaine, pour jouer dans les mélodrames et les vaudevilles très plébiscités au XIXe siècle. Les directeurs de théâtre attendaient donc la fin des représentations pour indiquer aux artistes s'ils les gardaient ou non pour les prochains spectacles, et cela en leur offrant des fleurs. Les comédiens et comédiennes dont le contrat a été renouvelé pour la suite des spectacles recevaient des roses, des fleurs onéreuses pour l'époque. Mais pour ne pas faire de dépenses inutiles, ceux qui étaient renvoyés recevaient le bouquet de fleurs le moins cher de l'époque, c'est-à-dire des œillets. Ces œillets signifiaient donc leur renvoi et parfois même la fin de leur carrière. Ce sont donc des fleurs à proscrire pour féliciter des artistes en fin de spectacle. Mais offrir des roses aux actrices est aussi une tradition que l'on doit à l'une de nos plus grandes comédiennes. En effet, si au XVIIe siècle, la jacinthe a évincé la tulipe dans les champs de fleurs hollandais, la rose a, elle, remplacé l'œillet à la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que pour faire la promotion des roses, un accord a été passé entre les marchands de fleurs hollandais et la grande comédienne Sarah Bernhardt. Lors des saluts et des nombreux rappels à l'issue des représentations de la pièce Lorenzaccio de Alfred de Musset en 1893, elle devait se faire photographier entourée de roses qui lui avaient été envoyées gratuitement par les marchands de fleurs hollandais, et ainsi en faire la publicité. Du placement de produits avant l'heure. Attention, la couleur des roses aussi a son importance. Les roses blanches sont associées à l'honneur et à la révérence. Les roses jaunes, historiquement associées à la jalousie, sont aussi synonymes de succès et de bienveillance. Les roses roses, elles, symbolisent la gratitude et l'appréciation, tandis que ceux qui sont de couleur rose pâle sont associés à la délicatesse et à la sympathie. Offrir des fleurs au théâtre est donc tout un art. Mais attention, il est aussi tabou d'offrir des fleurs à un artiste avant un spectacle, sous peine de lui porter malheur. Ainsi, la croyance populaire s'oppose à ce que l'on récompense un acteur pour son travail avant qu'il ne l'ait délivré sur scène. Recevoir des fleurs n'est pas seulement un privilège réservé aux acteurs. Dans l'histoire du théâtre, on a déjà considéré comme porte-bonheur, lorsqu'une production théâtrale se terminait, d'offrir des fleurs au metteur en scène, et de ne pas lui offrir n'importe quelle fleur, mais un bouquet de fleurs volé dans un cimetière. Ce geste symbolique, certes macabre, indiquait ainsi la fin de la production, c'est-à-dire sa mort. L'origine tient surtout du fait qu'historiquement, les acteurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Les cimetières leur permettaient donc de s'approvisionner gratuitement en fleurs afin de remercier le metteur en scène et par le fait même d'espérer qu'il pensera à eux aux prochaines séries d'auditions. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque du langage des fleurs au théâtre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez eu le temps de plier toutes vos chaussettes, que vos légumes sont prêts, que vos chemises sont toutes fraîchement repassées et que vous avez pu vous distraire tout au long de votre trajet. On se retrouve dans 15 jours avec un programme que je peux d'ores et déjà vous annoncer. Je vous parlerai d'une personne importante dans mon propre parcours artistique. Je vous emmènerai faire la connaissance d'Alicia Bigot, une actrice et danseuse actuellement sur scène avec sa création autour de Joséphine Baker. Et nous refermerons les coulisses avec la rubrique de Marion. Et Marion nous parlera des superstitions au théâtre. Voilà, vous savez tout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le liker, à le commenter. Aidez-nous à le faire exister et à le faire grandir. On en a grand besoin. Allez-y, on referme les coulisses.